soir, c'est la personnalité de Rabbi Haïm Blia. Rabbi Haïm Blia, qui est d'ailleurs, le grand-père de la famille Blia. Et il est de la famille Oui, ils sont les descendants de Blia. D'ailleurs, ils ont décidé, ils ont réédité il y a quelques années le livre du Rav Blia, notamment par le Rav Zini, qui a ajouté des notes et l'introduction très importante à ce livre. En ce qui nous concerne, le Rav Blia est très intéressant pour plusieurs points, et notamment pour parler d'une évolution particulière au XIXe siècle, au XXe siècle dans le judaïsme séfarade, c'est l'arrivée de la France, et du judaïsme algérien en particulier, avec les relations particulières qu'il y a entre le judaïsme traditionnel, les rabbinimes traditionnels, et les rabbinimes français qui sont arrivés, et la façon pour les rabbinimes d'Algérie de répondre, de résoudre, de travailler sur les problèmes posés par justement l'époque moderne. Et dans toutes ces questions-là, le Rav Blia est central. Notamment pour aussi un autre point important, l'idée générale, et c'est pour ça que je parlais halakha et philosophie, à la fois pour ce qui concerne des psychodes de halakha qui sont extrêmement importantes pour l'ensemble du Ham Israël, au-delà simplement du moment et du lieu de la communauté particulière où il se trouve, et qui sont aujourd'hui, avec les problèmes qu'on se pose aujourd'hui, parmi les charnières fondamentales de la halakha, et d'autre part, pour son œuvre au niveau de la philosophie ou de la pensée juive, notamment par rapport aux commentaires du Rav Ephraim Ankawa sur le Rambam. Le Rav Haïm Blia écrit un livre, je vais en parler dans un instant. Alors avant de rentrer dans le détail, avant de rentrer dans le détail justement de l'œuvre, quelques repères au niveau géographique et historique. Au niveau géographique, c'est un rabbin, je disais, d'Algérie, et c'est un chacham qui représente le dernier grand chacham de l'endroit même de Tlemcen. Après lui, quand il décède, le chacham qui vient après, c'est Rabbi Yosef Messas, qui est importé du Maroc. Ce qui donne déjà à penser, à comprendre l'un des problèmes d'une communauté qui n'avait pas formé sur place des chachamim de cette ampleur et qui était obligé de les faire venir du Maroc. Maintenant, au niveau des dates, pour avoir l'ordre au niveau du temps, il est né en 1832 et est décédé en 1919. Ce qui fait qu'il a plus ou moins toute la deuxième partie du 19e siècle, et notamment la France qui arrive et comment gérer les changements par rapport à la communauté, par rapport aux tombées halakhiques de la venue des Français. En ce qui concerne le Rav Haïm Blia, c'est un chacham totalement classique dans son éducation, et même pour aller plus, jusqu'à son habit, alors que dans cette partie du 19e siècle, les Juifs d'Algérie commencent à changer et adopter le vêtement français. Le Rav Blia garde son vêtement traditionnel. Son éducation, en tout cas son grand maître, et qui est des fois un maître de la famille, c'est le Rav Haïm Katzbi, qui est à la fois son oncle, son sandak, et qui est Rav de Tlemcen, et qui ensuite devient Rav d'Oran. Il y a une période environ des années 50, 1846, où il y a un pogrom très grave à Tlemcen, et beaucoup de chachamim de Tlemcen passent à Oran. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il y a 4 chachamim qui ensemble passent de Tlemcen plus ou moins à Oran, et les 4 décèdent en 1867. La même année, ces mêmes chachamim-là décèdent, chacun pour une raison différente. En tout cas, le Rav Haïm Blia, donc éduqué par ces chachamim-là, a un problème majeur. C'est que la France a, le décret Crémieux 1870, le consistoire central, ça lui prend quelques années pour comprendre qu'il faut mettre des rabbins en Algérie, et il décide de mettre des rabbins consistoriaux en Algérie. Et le rabbin Blia, à aucune période, même si la communauté a fait sa demande, à aucune période n'a pu être reconnu comme étant le rabbin de Tlemcen. C'est quelque chose de très intéressant, parce que pour les gens qui viennent de Tlemcen, on parle du Rav Blia comme étant le Rav, le dernier grand chacham de Tlemcen. Pratiquement, le consistoire a refusé, tout au long de ces années, de le considérer. Ça aura pris du temps, les Rav Sandro, qu'on n'avait pas besoin de rajouter un autre, mais il y a eu par exemple un premier chacham, qui est, je dis chacham parce que c'était quand même un érudit, même dans le côté presque, je dirais, plus orthodoxe d'une certaine manière que la communauté. C'est un rabbin Moïse Veil d'Alsace, qui est débarqué à Tlemcen, qui est resté quelques années,
et qui, ça n'a pas marché tellement, il est passé de Tlemcen à Oran, à Alger, et ça a fini en étant renvoyé, comment dire, d'Alger, pour cause d'un rabbin qui ne comprend pas la mentalité de chez nous, il est un peu trop orthodoxe par rapport à nous, notamment, et c'est un problème qui va être posé quelques années après, il y a déjà le problème du Hilul Shabbat, et lui il fait des hirem pour éliminer le Hilul Shabbat. Et le hirem ça marche pas tellement, vis-à-vis de ce niveau-là, ils disent nous, c'est vrai il y a des problèmes de Hilul Shabbat, et la communauté même arrête de le payer son salaire et demande au consistoire de changer. C'est très intéressant de lire son histoire parce qu'il y a une dizaine d'années, on a retrouvé à Strasbourg, c'est quelqu'un qui veut dire un antiquaire qui avait acheté une maison, il y avait dans le grenier 2 malles qui sont les malles qui contenaient tous les livres du rabbin Moïse Veil, qui ont été ramenés en France à sa mort en 1919 par sa fille et qui ont survécu là, comment dire, en 1914, avant la Première Guerre mondiale, qui ont survécu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et qui ont été retrouvés il y a quelques années avec non seulement ces livres, mais aussi ces lettres, son courrier, où il y a des éléments extrêmement intéressants sur justement toutes les différentes affaires qui étaient à cette époque-là, plutôt sur l'époque d'Alger que sur celle de Tlemcen. En tout cas, après le rabbin Moïse Veil du consistoire, ceux qui suivent, c'est de Malampi, Abraham Meyer, qui alors lui, c'est totalement l'inverse, il voit les autochtones de l'endroit en écrivant, je dirais presque des pamphlets, pour expliquer que c'est des gens qui sont totalement demeurés, pas du tout évolués dans tous les points de vue, superstitieux, tout un tas d'autres choses. Ensuite, il y a un autre rabbin, Jonas Veil, Raphaël Arditi, ça c'est les produits de l'Alliance venant de Turquie, passés par la France. Tous ces rabbins-là ne réussissent pas à prendre la communauté, et tout au long des années, le Rav Chaim Lia, qui avait commencé par être Dayan à Tlemcen en 1872, reste le Dayan incontesté, le roche des Dayanim, et au niveau halachique, je vais arriver dans un instant, celui qui va finalement donner le ton par rapport à des rabbins consistoriaux qui n'avaient pas du tout le niveau, je dirais même l'autorité rabbinique par rapport à laquelle. Alors, comme je disais, on a, dans l'approche du Rabbi Chaim Lia, 2 parties. Une partie qui est la plus connue, c'est celle qui est trait à son œuvre philosophique par rapport au Rabbi Chaim Kawa. Mais la partie qui me semble peut-être, je ne sais pas la plus intéressante, mais au moins fondamentale pour ouvrir, c'est l'écriture halachique du Rabbi Chaim Lia, qui est beaucoup moins connue pour la raison suivante. Le Rabbin David Khalifa dit que quand il était à Tlemcen, il avait vu un recueil in quarto, c'est-à-dire assez grand, des Teshuvot du Rabbi Chaim Lia, qui apparemment ont disparu dans un seul recueil, et on les a dans d'autres livres qui ont rapporté certaines Teshuvot du Rabbi Chaim Lia suffisamment importantes pour pouvoir en déduire l'importance de la force de halakha de ce Chacham. D'ailleurs, le Rav David Khalifa est lui-même étudié chez Rav David à Cohen Scali, qui était importé du Maroc par le Rav Chaim Lia pour diriger la yeshiva de Tlemcen. Ensuite, il est passé de Tlemcen à Oran et on le connaît plus pour étant le Dayan d'Oran. En tout cas, au niveau halachique, c'est très intéressant parce que ce sont des années où il y a énormément de changements ou de problèmes qui se déroulent pour le peuple juif, et en particulier pour les juifs d'Afrique du Nord. Et premier point, par exemple, je disais, le Rav Lia est décédé en 1919, donc juste après la Première Guerre mondiale. Et la Première Guerre mondiale a posé de nombreuses questions de halakha, notamment pour le problème des ragounot de la Milchama. Il y a des juifs sur les 2 fronts, la Première Guerre et la dernière aussi, où les juifs, les uns contre les autres, et il y a des problèmes qui sont posés. Or, comme il y a des juifs d'Algérie, et ce qui est très intéressant, c'est que, en particulier pour les Chacham d'Algérie, à la différence par exemple du Maroc ou de la Tunisie, qui ne sont entrés que plus tard, vis-à-vis de la France, et donc ils n'ont pas envoyé des soldats du Maroc mourir pour la France, alors que les juifs d'Algérie et de Tlemcen sont et donc, en France, et donc les questions de la Hagouna se reposent en Algérie. Et par exemple, on a de la part de Rabbi Chaim Lia plusieurs questions qui sont posées et qui sont ramenées, alors on les garde dans les Teshuvot du Rav David à Cohen Scali, Kiryat Hana David, dans le parti Even Haizer, où il parle de pas mal de cas de Hagounot.
Il y a des histoires assez intéressantes. Il y a une histoire dans un bateau où le bateau a été torpillé par les Allemands, bateau français. Mais il y a alors il y a une règle de halakha qui dit que quelqu'un qui disparaît, mais maïm chez Enlem sauf, c'est-à-dire qu'en fait on ne peut pas voir les limites, comme un lac ou quelque chose de fermé. On ne peut pas dire s'il était sorti, on l'aurait vu, puisqu'on ne sait pas où il a pu ressortir. Et donc on ne peut pas décréter sa mort. Et ça a des problèmes difficiles au niveau des règlements. Enfin, on cherche d'autres arguments. Et là, l'histoire, c'est que ce soldat-là s'était enfermé, il était un peu malade pendant que le bateau, il était enfermé dans sa cabine. Et donc, quand le bateau a coulé, est-ce qu'on peut considérer les témoignages des personnes qui s'étaient enfermées qu'il n'a pas pu réapparaître puisque le bateau a coulé et donc il n'est pas sorti de sa cabine. Voilà une question intéressante qui suit. Après, ça nous le Rav Lia apparaît très longuement. C'est le capitaine juif et sa brigade qui sont juifs aussi. Il y a 2 ou 3 chrétiens au passage. Et le capitaine juif envoie 4 soldats faire une embuscade chez les Allemands. Et parmi ces 4 personnes, il y a 2 juifs qui sont des juifs de Tlemcen, un Sarfati et un Yitzhak Meshali, qui sont connus par le Rav Blia. Or, l'histoire, c'est que dans cette embuscade ne revient que le français, pas les juifs, en disant on l'a perdu, ils sont morts. Et il dit oui, mais morts, il faut ramener les corps. Ils envoient une autre brigade pour ramener les corps ne sont plus là. Mais ils font prisonnier un juif de l'armée allemande, cette fois-ci, qui leur dit oui, moi j'ai vu ces corps-là, etc. Et notamment, il y en avait un qui avait une mezouza sur lui. Or, ce Meshali était un juif pratiquant et qui probablement se dit le Rav Blia, c'est très, sa vie probable, qu'il avait pris cette mezouza, il faisait des teilim, etc. Et donc, est-ce qu'à partir de là, on peut dire que c'était ce corps-là et qu'effectivement, puisque le témoignage du gars, etc., on a une question très ambiguë, et le Rav Blia traite cette question-là. Ce sont des questions, je dirais, de l'ordre classique dans les problèmes difficiles de Ragounot. Les problèmes plus originaux, et là je vais venir du plus simple au plus complexe, des affaires rabbiniques qui nous sont oubliées aujourd'hui, et chaque affaire remplace les précédentes, donc on retient toujours celles dans lesquelles on se trouve et on oublie tout ce qui se passe avant, mais il y a des histoires absolument incroyables. Si on ne les lisait pas et si on n'avait pas de ces livres-là pour les avoir, on ne pouvait même pas s'imaginer. Une affaire qui a remis tout le monde rabbinique dans la dernière décennie du 19e siècle, ça commence en 1892, 93, etc., d'Afrique du Nord et qui après s'est étendue un peu partout, c'est l'affaire de l'enterrement d'un Yaakov Akrish, qui a été enterré à Oran, mais le problème c'est qu'il est mort d'une certaine manière très particulière. Ce Yaakov Akrish avait l'habitude de boire, et il rentre un soir à la maison bien arrosé, et bon, alors il y a un problème dans la famille, avec sa famille, avec ses enfants, il se met à crier, à s'énerver, et en désespoir, dans un accès de colère, il avale des allumettes. Les allumettes à cette époque-là sont des allumettes dans la tchouva, il a pris des allumettes, Zayn Lamet, et c'est pas des allumettes avec des tuyaux de bois, c'est des fils, ptilotes en fait, des ptilotes d'allumettes, parce qu'il peut les avaler, des mèches qu'il peut avaler. Donc il les a avalées, il tombe malade, on appelle le médecin, qui lui donne une potion pour vomir tout ça, qu'il dorme qu'il se repose. Il passe une semaine à se reposer, la maladie va en s'aggravant, il meurt au bout d'une semaine. Le médecin décrète qu'il est mort, rien à voir avec les allumettes, il avait oublié l'histoire des allumettes une semaine après, simplement parce qu'il buvait, bon c'est des problèmes qui n'ont rien à voir avec tout ça. On l'enterre, et quelques jours après l'enterrement, l'histoire des allumettes s'ébruite, on raconte, il est mort, mais il avait d'abord pris des allumettes comme ça. Ah, il a pris des allumettes, donc en fait sa mort, c'est lui qui se l'est provoqué, c'est un suicide. Si c'est un suicide à l'époque, les suicides, on les traitait de manière très aujourd'hui c'est un peu plus... mais en tout cas, à l'époque, ça c'est une règle très simple, en dehors du cimetière, avec comme ça, dans tous les déshonneurs qui conviennent. Le Beddin d'Oran ressort Yaakov Akrish de là où il a été enterré et l'enterre en dehors du cimetière. Alors la famille, c'est l'humiliation terrible. Alors il y a plusieurs questions d'Halakha qui se posent. Est-ce que c'était bien de le faire? Est-ce qu'il faut le ramener? Est-ce que dans l'endroit où il avait déjà été enterré, Kana et Mekomo, on devait comme ça? Et il pose des questions. Alors bien sûr, il y a une affaire à Oran, puisque le Beddin
à décréter, mais d'autres Chachamim dans le peuple juif. Et donc ils envoient un peu partout cette question-là. Et suite à cette histoire-là, il n'y a pas une tchouva qui a été ramenée, on aurait dit dans le grand rabbin d'Algérie, il n'y a pas grand rabbin d'Algérie à ce moment-là. Enfin, des grandes autorités. Non, ils envoient un Chacham, alors pour d'Algérie notamment, la grande autorité rabbinique, c'est en Eretz Israël, en Turquie, etc. Il y a Rav Avraham Palachi, le fils de Rabbi Chaim Palachi. En Eretz Israël, il y a le Rishon LeZion. Il y a en Algérie d'autres Chachamim, mais notamment le Rav Chaim Lia, qui écrivent un livre entier qui s'appelle Kvod Yaakov. Kvod Yaakov, Yaakov a écrit en question. Pour expliquer comment, c'est intéressant cette histoire, parce que dans ce livre Kvod Yaakov, il y a une teshuva halachi du rabbin Zadok Khan de Paris, dans cette histoire centrale. Mais le rabbin Zadok Khan, on le connaît pour son activité rabbinique en tant que rabbin français. On le connaît pour ses sermons, avec les sermons de rabbin, de bons sermons en bon français, etc. Mais on ne le connaissait pas pour des questions de halakha. C'est pas un possèque de grande envergure, mais c'est quand même un chacham qui écrit tchouva de halakha en hébreu dans ce recueil de tchouvot. L'affaire ne s'arrête pas à ce niveau-là. Le Bedin d'Oran ne reste pas à Chayav et écrit un livre contre le premier Kvod Yaakov qui s'appelle Azout Kasha. Quel est le toupet de ces gens-là de se mêler, de nous dire comment est la halakha. Les autres n'en restent pas pourquoi. Ils écrivent un livre qui s'appelle Itam Kashod. Vaïdaber Itam Kashod. On prend Itam Kashod, Itam ça fait que non, Itam c'est Et. Et c'est la pelle pour enterrer. Itam Kashod, leur pelle est mauvaise, ils valent ça. Et le Rav Chaim, alors pourquoi je raconte ça? Parce que le Rav Chaim Lia écrit dans ces deux recueils-là, une tchouva première et une seconde après, qui sont à elles seules près de 50 pages et 60 pages de tchouva dans comme ça, où il décrète sur tous les problèmes liés à cette question particulière, mais ce qui nous intéresse plus, c'est les problèmes de démarche halachique. Comment est-ce qu'un Chacham peut-il intervenir par rapport à d'autres Chachamim, par rapport à Oran? Et c'est un problème qui est très fréquent, parce qu'on parle de Tlemcen, Oran, l'Oranie aujourd'hui, et bon, les gens vont brasser très large pour au moins retrouver quand même des représentants de ces communautés, mais on oublie qu'il y a eu, plus d'un accrochage avec, entre Chachamim, et celui-là, c'est le premier. Le suivant, qui n'est pas moins grave parce qu'il fait intervenir quasiment tous les rabbins d'Algérie et du Maroc sur la question, c'est déjà sur des problèmes de technologie, des problèmes modernes. Au début, donc là on est déjà en 1907-1908, on a une machine qui apparaît pour faire les matzot, qui au lieu de moudre le blé avec une meule en pierre, il y a ce qu'on appelle matrina de cylindre, c'est-à-dire c'est quelque chose électrique, mais qui a plus que ça. Le point important pour moi, c'est pas du tout l'électricité, c'est surtout le fait que dans cette machine à cylindre, il y a des interstices dans le métal qui font qu'il peut y avoir de la farine qui reste et que ça reste du hametz gamour. Et ce genre de questions, c'est des questions qu'on a appris partout, on nous dit ah oui, tel mafia, c'est hametz, etc. Sur cette question-là, technique, premier point très intéressant, les rabbinim de toute la région, puisque ça apparaît, se réunissent et font un congrès pour décider comment on va trancher sur cette question-là. Et tous les Chachamim, le Rav Lia sont poskim que c'est tard, et il n'y a pas de Hametz, il n'y a pas de problème, on peut l'utiliser. Très bien, Tlemcen comme Oran. En 1708, le Dayan d'Oran décède. 1908, excusez-moi, 1916 le premier, 1908, le Dayan d'Oran décède, et à sa place, il y a un Rav Chaim Mamal qui devient le Rav, et qui lui n'avait pas du tout. Le Dayan qui est décédé, c'était celui qui était d'accord pour le Héter. Celui qui vient après sera Chaim Mamal, Chaim Mamal, est contre ce Héter-là. Il publie à Oran, dans toutes les fabricants, ceux qui font les matzot, que la farine qui va provenir de ces machines à cylindres est Hametz. Et impossible, ça sans prendre, alors il y avait eu un certain nombre de Chachamim, mais pas les premiers de ceux qui étaient dans le premier congrès. Il a envoyé une lettre au passage au Rav Chaim Lia qui a dit je vais venir pour m'occuper de ce problème-là, il n'est pas venu. Cette phrase du Rav Chaim Lia va être interprétée tout le long de la polémique comme étant un accord, comme si le Rav Chaim Lia avait donné son accord à la Khumra, et donc en fait il ne pouvait plus continuer à permettre ce qu'il avait permis. Le Rav Eliaou Ben Guigui, qui était rabbin à Saïda,
Talmid du Rav Chaim Lia, parmi les Chachamim qui sont Métirim, dit c'est pas possible d'interdire, alors qu'on a tous décidé que c'était permis, et donc il écrit un livre de halachot pour un psak, mais ce psak ça ne reste pas un psak, c'est quelque chose de plus large pour permettre. Pourquoi c'est plus large? Parce qu'à suite à ce psak-là, les rabbins d'Oran, le Rav Chaim, ont certes avec les rabbins du Maroc, le rabbin de Gibraltar, qui est une autorité plus importante, Rahman, tous les rabbinim ont des noms, c'est Chaim Moshe Ben Naïm. Des tchouvot pour interdire. Les rabbins du Maroc n'avaient pas de problème d'interdire, c'était pas encore arrivé chez eux les machines modernes, donc ils sont tous marmiris avec les rabbins d'Oran. Le rabbin Eloven Guigui de Sarida écrit un livre entier. Ils écrivent un livre qui s'appelle Kol Terhina et Kol Terhina. Terhina avec Taf et Terhina avec Tête. Ça c'est le livre pour ceux qui interdisent. Le Rav et le Rav Lia, qui est donc Tchouva, écrit un livre, Kol Tzarakat Arorim, et dans lequel il y a un psak de près de 60 pages du Rav Lia sur le sujet, qui décrète non seulement la question de la Kula, mais aussi les possibilités pour un Khan d'être marmir, et la même question qui s'est posée pour l'enterrement de celui qui se suicide, se repose. Comment est-ce que vous vous mêlez, etc. Mais là, il y a quelque chose de plus important. C'est un pouvoir presque central, pas central, mais régional, puisque tous les rabbinim se sont réunis. Et comment on peut changer cette décision-là de manière indépendante? C'est des cas très intéressants qui font, comment dire, des forces très importantes, surtout dans une situation de communauté. Je n'irai pas disloquer du tout, parce que chaque communauté a des rachamim très très solides, mais qui essayent malgré tout d'avoir quelque chose de commun lorsque ce n'est pas quelque chose d'évident. Et ce qu'on voit à travers toutes ces teshuvotes-là, c'est la démarche. Par exemple, le Rav Chaim Lia, on a l'expression connue qui est Koha Dehera Adif, et lui il dit ça c'est pour ceux qui sont Mekilim. On dit en général, celui qui va être Metir, il doit avoir plus de. Travailler le problème pour donner sa psycha. Autrement, il ne devrait pas être Mekel. Pour dire les Armir, il peut dire même si il a moins. Travailler, puisque bon, il ne sait pas, il peut dire les Armir. Tandis que Shamil a dit Mekel, la Chazaka, c'est que cette personne-là, elle a plus de. Mais lui, le Rav a dit à ce Rav Maman d'Oran, toi c'est Koha des Issoura Adif pour toi, il appelle Bene Issouri, tu fais partie de tous ceux qui ne sont que. Et alors il a plusieurs pages, 5-6 pages, sur le rapport entre la Houma et la Kula, comment est-ce qu'on doit être géré, ce genre de questions. Tout ça nous amène, je disais tout à l'heure en commençant, à peut-être une psycha du Rav Lia qui est charnière pour l'histoire même de la halacha. Au-delà de ces précédentes questions, sur un problème qui est extrêmement actuel et qui s'est posé particulièrement à cette époque-là et qui a été très novateur de la part des rabbins d'Algérie par rapport à ceux de France. Le problème des mariages civils et en particulier le problème des ragounotes qu'on se pose jusqu'à aujourd'hui et qu'on essaie de résoudre. Des femmes qui ne peuvent pas obtenir leur guette, ou des mariages qui peuvent des séparations où il n'y a pas de possibilité de trouver le mari ou de le guet. Alors, c'est une longue histoire et qui met en place les plus grands chachamim. Parce que pour parler de ce genre de questions-là, c'est les conséquences, le éther d'une femme qui a Aguna, qui peut provoquer un mamzer. Si elle se remarie et qu'après le mari réapparaît, si on l'avait Aguna pour une mort, ou s'il s'avère que c'était pas fait d'après l'air et la halakha, les enfants qui sont nés sont alzés. Alors, il y a plusieurs situations qui sont évoquées par la halakha, et vous voyez on va voir tout de suite à quel point la démarche normale, forte, et la démarche qui essaye de se faire aujourd'hui, qui est totalement, par le bas, je dirais, pas de façon solide. La question est la suivante: est-ce que quelqu'un peut faire un mariage avec un tnai, des kiddushim? Alors il y a deux niveaux, les kiddushim et les nisuim. Si quelqu'un veut se marier et donne les kiddushim à une femme, c'est pas encore la possibilité de vivre une vie conjugale, mais au moins les kiddushim, et ces kiddushim il les donne al tnai. Al tnai que tout un tas de choses. C'est une des Gemarot Mefourachot, des Mishnayot Mefourachot dans Masechet Kiddushin, ça existe. Les Kiddushin Atnaï sont reconnus. Le problème qui se pose, et c'est moins embêtant pour les Kiddushin, parce que de toutes les manières, il ne vit pas avec cette femme-là après avoir donné les Kiddushin, tant qu'il n'est pas rentré sous la choupa et qu'il n'y a pas eu les Nisuim. Donc, il n'y a pas, si ces Kiddushin-là sont finalement
annulé parce que le tnaï n'a pas été accompli, la clause n'a pas été accomplie, ça n'a pas provoqué de conséquences dans le mariage. Il y a quand même une question intéressante, par exemple, qui est posée par la Gemara, c'est si quelqu'un donne par exemple une tnaï, al tnaï que d'ici 30 jours je vienne, par exemple, et pendant ces 30 jours, elle reçoit d'autres kiddushin de quelqu'un d'autre, et lui n'est pas venu pendant les 30 jours. Est-ce que, depuis le début, elle avait été, elle pouvait se marier, ou pendant les 30 jours, malgré tout, les kiddushim ne pouvaient pas être, les deuxièmes ne pouvaient pas être kiddushim? C'est des questions qui sont évoquées dans la Gemara. Mais en tout cas, on ne passe pas au nisouï. Il y a une souga, on dirait qu'est-ce qui se passe si jamais le premier nisouï? Après avoir donné cette naïm-là, on est rentré maintenant dans les nisouï. Les mariés, ils se sont mariés, donc ils vivent une vie, ils ont des enfants, etc. Est-ce qu'on peut annuler les sécurités? Est-ce qu'on peut faire un tnaï pour les nisouï? Qu'il y ait un tnaï pour les kiddushin, tout le monde est d'accord, il y a les différentes considérations sur ce sujet. Qu'il y ait un tnaï pour les nisouïn, ce n'est pas quelque chose d'évident, surtout qu'on dit la chose suivante. Il y a différentes manières de donner les kiddushin, et on peut donner les kiddushin soit, comme on le fait aujourd'hui, avec une bague, c'est-à-dire des kesef, une valeur, la valeur de la bague, mais on peut, après le digne de départ de la halakha qui a été commandé, par le fait même de vivre une vie conjugale, c'est le fait d'avoir des kiddushin. Donc on dit, bon, même si les tnaïs des kiddushin, quand il a donné l'argent, est annulé, puisque maintenant, avec ses nisouïn, il vit avec cette femme-là, donc il a nécessairement eu ses kiddushin. Ou non, puisqu'il avait donné l'argent au début, il comptait sur ces kiddushin-là et pas sur le fait que cette vie conjugale se transforme en kiddushin. Voilà plus ou moins le débat qui est évoqué dans la Gemara. Déjà, c'est Marc Loquet l'avait joué. D'une manière générale, on n'annule pas, on n'annule pas avec ce tnaï-là les nisouïm. Alors, le cas se pose, et c'est posé déjà à l'époque des Rishonim. On a un cas, c'est il a ramené la référence au niveau de la halakha qu'on appelle, c'est Rabbi Israël Broun de Tchécoslovaquie, où il a une psycha. Si quelqu'un se marie avec une femme et il a un frère qui est moumar, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui refusera, s'il y a besoin d'arriver au yiboum, de donner ou de libérer cette femme du yiboum, ni khalitsa, ni yiboum, ni rien du tout. Alors elle se marie en ayant qui lui pend une situation insoluble. Le Rabbi Israël Broun, et c'est ce précédent très intéressant, fondamental pour la halakha, c'est de dire il est possible de faire un tnaï sur ces kiddushin du départ en disant s'il s'avère que j'en viens à mourir et par conséquent qu'elle retombe sur ce yabam pour le yiboum et qu'on ne peut pas faire le yabam, les kiddushin dès le départ je les annule et je les conserve comme une clause qui permet. Et c'est accepté par la halakha, c'est non seulement accepté mais ça m'élargit à quelques cas supplémentaires. Pardon? Oui, les nisouïn. Non, mais c'est les nisouïn sur la forme ces kiddushin annulés font tomber aussi les nisouïn. On accepte cette idée-là. C'est après à d'autres, un autre cas par exemple, qui a amené si le frère est fou. Il ne pourra pas donner non plus faire le hiboum. Elle sait d'avance. Maintenant, toute cette situation est une situation où on sait, à cette époque, à chaque fois où ces problèmes se sont soulevés, c'est des problèmes très 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 lourds pour le peuple juif, parce que c'est des époques de persécution, de déplacement, où les juifs vont quitter un endroit, vont aller retrouver quelqu'un, c'est pas des situations. Deuxièmement, c'est des situations, mis à part tous les différents aléas de l'histoire, au niveau de l'espérance de vie, la probabilité que le mari risque de mourir, etc., peut être moins présente, et donc le hiboum est là. Voilà plus ou moins ce tnaï qui existe. Donc c'est un précédent qui existe. Deuxième précédent qui est rapporté, et ça il est mis plus ou moins à l'écart, c'est le suivant. D'après la halakha, on peut faire les kiddushin uniquement avec deux édim qui voient que les kiddushin ont été donnés d'un homme à une femme, et puis c'est tout. Ce qui veut dire que c'est très facile pour faire des kiddushin qui ont valeur au niveau de la halakha, mais qui, au niveau du bruit que ça va faire, du pirsum, du fait qu'on en prend en note au niveau communautaire ou un peu partout, personne ne pourra tellement savoir. Et donc il y a très rapidement, j'allais l'époque des Geonim, après l'époque des Rishonim, notamment le Rashba et une chouva très longue là-dessus, l'idée que les Keilot font une takana, qui dit si quelqu'un se marie avec des kiddushin et où il n'y a pas 10 personnes qui assistent à la remise des kiddushin,
nous décrétons ces kiddushin nul et non avenu. C'est un autre principe. C'est pas la souga de Tnaï, d'une clause, c'est la souga de, dans le langage de la Gemara, Afkirinu Rabbanan et kiddushin mine. Kol Mekadesh, Adarta des Rabbanan Mekadesh, toute personne qui se marie, on dit Kedat Moshe ve Israël, c'est-à-dire suivant ce que dit la halakha. Par conséquent, si les Chachamim décrètent que leur opinion c'est que une situation pareille, comment dire, ces kiddushim là sont nuls et non avenus, et bien donc c'est le principe halachique sur lequel ça marche, c'est qu'on dit les Chachamim ont la possibilité de la fkia, quoi que ce soit, de prendre, comment dire, le beddin a le droit de prendre la valeur de quelqu'un de confisqué, et par conséquent, si jamais il confisque la valeur des kiddushim du départ, il n'a rien donné à sa femme. Donc on laisse principe. La question se pose. Bon, alors quelqu'un, donc il y a cette takana qui existe du Rashba. Et s'il fait quand même, est-ce que pratiquement, elle fait quand même, elle n'a pas reçu rien du tout de guet de ce mari-là, elle se remarie avec un autre mari. Est-ce qu'il y a maintenant des mamzerim ou il n'y a pas des mamzerim? Si on suit le principe de Afkirinu Rabbanan et Kiddushin Mine, elle n'est donc pas mariée parce qu'elle n'avait pas 10 personnes autour, et donc il n'y a pas de mamzerim. C'est quand même permettre, comment dire, sur cette takana des mamzerim. Tous les rishonim qui amènent ce cas-là disent, ah, le Rama même fait la psycha dans le Shulchan Aruch en disant, les Chachamim font cette takana, on est obligé, on est contraint vers cette takana, mais si ça va créer un problème de mamzerim, on ne va pas l'annuler. Entre parenthèses, aujourd'hui, dans beaucoup de cas de mamzerim, c'est la démarche que suivent les Chachamim pour empêcher les mamzerim, pour décréter que ce n'est pas les mamzerim, en disant les premiers mariés à l'histoire de Kiddushin de la femme ont eu une faille au niveau mishpatim, et donc c'est pour cette raison-là qu'il n'y a pas eu de Kiddushin, donc il n'y a pas de l'histoire, il n'y a pas de mamzerim. En tout cas, il y a cette opinion-là qui est... Pourquoi je le rappelle? C'est là parce que ça, c'est les antécédents du problème qui se pose. Le problème commence en France. Après la Révolution française, en 1792, la France, au niveau du droit français, élimine les mariages qui sont, ou en tout cas, officialisent les mariages civils. Et donc, l'Église n'a plus de mise là-dessus. Ça n'a aucune influence sur la communauté juive parce que cette histoire-là n'a duré que jusqu'en 1816, où avec la Restauration, tout revient, donc les mariages, l'Église, etc. Tout le 19e siècle, il n'y a pas de, le mariage civil comme ça, n'a absolument aucune prise. En 1884, le mariage civil réapparaît, et à ce moment-là, influence sur la communauté en France, et influence sur la communauté, du coup, d'Afrique du Nord, d'Algérie. Maroc, encore une fois, et Tunisie sont en dehors du groupe de l'Algérie. Alors pour la France, il y a différentes étapes, notamment un débat très très important. Il y a quelques années, ils ont réédité ça, le livre qui est lié à ce sujet-là. Au séminaire de Paris, il y a un rabbin, Yosef Lehman, qui essaye d'innover sur la base dont j'ai parlé précédemment, notamment de ce mari Broun, l'idée de Tnaï Benissouin, en disant on va faire rentrer une clause dans les Nissouin. Si quelqu'un se marie, quel est le problème? Le problème c'est que les gens se marient, au Bédine, mais après ont la possibilité de se marier uniquement de manière civile, et par conséquent, si jamais le mari n'a pas donné le guet, il peut encore se remarier civilement. Et si jamais il est marié de manière civile, le divorce a été décrété, mais il n'a pas donné de guet, ça suffira au niveau de l'État. Alors le Tnaï est très simple, c'est Ariat Megutashi Betavazo Kedat Moshe ve Israël Bitnaï Sheyesh Laem Tokef Alpi Chokei Medina. Si jamais, alors pour la façon d'émettre cette clause, il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire il faut dire si jamais ça a Tokef, et si jamais, ce qu'on appelle Tnaï de Nega de Nérouven, il faut dire les deux aspects et si jamais l'État décrète l'annulation du mariage, dès le début, je ne t'ai pas donné les Kiddushin Ada et Kazot. Ça, c'est l'opinion. Comme ça, il met quand même 6 mois avant de faire rentrer ça en vigueur pour que ça, entendre un peu d'opinion rabbinique. Il y a à Paris 2 rabbins de la communauté orthodoxe. Alors, il y a, deux rabbins, c'est l'équivalent de Pavé, c'est pas Pavé et Kadé, mais c'est un peu l'équivalent de l'époque. Un Rav Yehuda Lubetsky et un Rav Moshe Weizkopf, qui eux viennent de l'Est et qui sont complètement effarés d'une décision pareille et qui envoient en Lituanie, en Pologne, en Lituanie, des questions aux grands poskim de l'époque. Les rabbins français ne font pas du tout le poids à côté. Et il y a une réponse, notamment c'est le rabbin Chaim Ozer Grodzinski de Villa, mais on a aussi d'autres rabbins très 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 importants. Il y a 400 rabbinim en tout qui sont rentrés dans cette affaire-là.
et qui ont publié un livre qui s'appelle Entnai Benisui, pour éliminer complètement à la base ce système. Et comment dire, c'est là comment c'est fini l'affaire, c'est grâce à Rothschild, au baron Nadi Vayadoua Edmond, enfin celui qu'on connaît pour comment dire, toute son activité sioniste en Israël. L'année qui a suivi, il y a un congrès de rabbins français et ils leur disent pas pour des raisons halachiques ou autres qu'il s'est opposé à cette histoire-là, mais il a dit écoutez, moi je ne vois pas que ce soit très très sage de permettre aux femmes françaises, juives, de se remarier sur la base de ce principe-là, si plus personne dans le monde juif ne voudra se marier avec elles, puisqu'elles seront considérées comme des femmes qui sont encore... où vous trouvez une solution qui soit admise par l'ensemble des juifs, si jamais vous trouvez une solution qui sera finalement mise au banc de l'ensemble du monde à l'Afrique, c'est pas une solution, et donc laissez tomber. Et les Français, les rabbins français, laissent tomber l'histoire. Oui, mais il y a des rabbins en Algérie qui, eux, ont une autre, en 2 points. Un, d'abord, notre carrure à l'Afrique, ça c'est point. Et deuxièmement, sont en aucune façon dépendants des rabbins d'Europe de l'Est, comme ça, totalement indépendants. Alors là, il y a différentes positions qui sont ceux qui ont commencé, d'ailleurs, c'est à Constantine, le début des discussions très originales, qui tous tournent autour du Tnaï Benisui, autour de Afka et Kiddushimier. Les premiers, donc ceux qu'on a, c'est un Rav Shlomo Zarka de Constantine et un Rav Eliaou Alouche, qui est connu plus par la suite, il a écrit un livre Eretz Tov, qui est monté en Israël, Sidi Bahé, à la Razetim, etc. Ils font même une Iloula, je crois, aujourd'hui. En tout cas, ce Rav Alouche commence et pose la question à une grande autorité. C'est très intéressant comment ça marche dans ces données. On n'a pas de problème vis-à-vis des rabbins d'Europe de l'Est, mais par contre, on a un grand monde rabbinique. Vous dites, tu vas faire des problèmes à Oran, tout le monde s'en mêle. Alors là, les rabbiniques connaissent tout le monde juif, le monde, les poskim, sfaradim jusqu'en en Israël. Et donc, il y a beaucoup de shadarim, d'envoyés d'Israël en Afrique du Nord, et donc ils ont la possibilité de communiquer. Il y a de très grands poskim, ils disent est-ce que vous pouvez trouver une solution, notamment un qui a traité cette question-là pour les rabbinim de Constantine, c'est le Rav Eliaou Hazan de Tripoli, d'Alexandrie, un des plus grands chachamim de la psycha, qui écrit des chouvot très très importantes, et ce chacham-là donne une solution basée sur le principe du Tnaï de Kiddushim. Pas loin de ce qui s'est fait en France, mais avec beaucoup plus de, plus fondé, je dirais, au niveau à l'Afrique, à un tel point, pour vous donner un ordre d'idée, il y a Yerushalayim, pas chez les rabbinim sfaradim, chez les rabbinim ashkénazes, le Rav Shmuel Salanter, qui est connu, qui accepte ce principe-là. C'est étonnant au niveau de l'Acha, parce que c'est être l'équivalent des rabbinim d'Europe, etc. Or, il accepte, c'est plus ou moins, c'est fait pendant quelques années à Constantine. Il y a une deuxième opinion qui est, deuxième solution, la plus originale de toutes, la plus amusante de toutes, un Rav Ben Sion Kalai, qui est aussi un shadar d'Israël, mais il s'est déjà installé en Afrique du Nord, et il a une solution beaucoup plus simple. Au moment, on la connaît d'ailleurs, il n'y a pas de tchouvot, mais on la connaît parce que le Rav Uziel, le Rav Herzog ensuite, qui vont aussi traiter ce problème-là, évoque cette question-là, et quand il l'évoque, la complètement s'y oppose de manière violente. Ils ont une autre solution à eux, mais celle-là, elle ne revient pas, et pour cause, la solution est la suivante. Quand le mari donne les kiddushim à sa femme, il lui donne les kiddushim et le guet. C'est quoi le guet? Il dit à deux édiles, au moment des kiddushim, je vous nomme mes témoins, pas mes chaliards, il y a une possibilité de donner un chaliard, pour aller au Beddin. S'il s'avère que, alors là on peut dire quelles ont été différentes clauses, par exemple que le mariage doit être annulé, je ne suis pas revenu, etc. Le Beddin a décrété qu'il fallait se marier, etc. D'aller au Beddin et de faire un guet en mon nom. Donc maintenant on a résolu le problème, si le mari disparaît, si le mari fait des problèmes ou quoi, il a déjà envoyé un guet avec un tnaï devant Moda'a. Qu'est-ce qui se passait à l'époque de David Ameller qui partait en guerre? C'est basé sur ce principe-là, c'est basé sur ce principe de David Ameller. Le problème de David Ameller, c'est qu'on l'évoque dans une soulia pour parler de Bathsheba au passage. Ça n'a pas pris après au niveau halachique, ça n'a pas pris des retombées. Ce que fait le Rav Kali, c'est de se fonder sur cette idée-là pour la donner. Le Rav Uziel est totalement violent contre cette idée-là en disant mais c'est la fin du mariage. Si au moment où on se marie, vous avez déjà la possibilité, à quoi ça servait tout le système
tout ce qu'on fait comme ça, si dès le début les témoins sont là pour aller écrire le guet, on fait totalement exception du mari pour le guet. Alors pour David Ameller, c'est encore s'il meurt à la guerre. S'il meurt, on pourrait dire bon, il est mort, on a constaté le décès, mais alors s'il est mort, elle était déjà almanach, c'est pas tellement un problème au niveau de ça. Mais est-ce qu'on va dire ça lorsque le mari ne veut pas, lorsque le mari a disparu? L'idée c'était de dire s'il n'est pas venu tant de jours, etc. Et tout un tas de choses. C'est la deuxième solution. La troisième solution, c'est pas une solution de tout le problème, du Rav Blia, qui a vu déjà qu'en France, c'était complètement levé de bouclier contre la position du Tnaï, la position de ce Rav El-Kal'i, qui n'est pas du tout, acceptée par l'ensemble des Rabbanim, lui, c'est de faire le principe de ce Tnaï, mais à la différence, c'est ça le grand chidouj, l'importance de cette chose-là. Il y a deux manières de faire une idée de Tnaï. Une, c'est de façon personnelle, à savoir que le Khatan, quand il se marie, dit « je te donne les Kiddushim al Tnaï zé », et ça c'est toutes les sugot d'Agmara, Tnaï ou pas des Kiddushim, c'est de manière individuelle. Mais il y a une deuxième possibilité, c'était l'histoire de tout à l'heure du Beddin, du Rashba dont je parlais, dont le Beddin fait une takana qui dit « si jamais il y a tel ou tel cas, nous décrétons que ces Nisouïn sont annulés ». Le fameux cas où on avait dit qu'il y a 10 personnes qui doivent être présentes, qui n'a pas été accepté pratiquement par les poskim pour enlever pour éliminer après les mamzerim, qui pourtant a été évoqué. Alors là, Raphaël Blia fait sa psycha pour un problème plus moindre, c'est pas le pari qu'elle distingue, c'est le fait que les gens se marient de manière, d'après les Nisuim et Kiddushim, Al-Piadin Torah, sans être inscrits à la mairie au niveau des registres civils. Et le problème d'une chose pareille, c'est que ça peut se faire de façon individuelle, en cachette, sans aucune... Et donc par la suite, on n'a pas, nous, en tant que communauté, on n'a pas enregistré ce mariage, c'est même pas avec la Keila. Et donc sa takana, c'est la suivante: si quelqu'un fait tout ce qu'il faut faire d'après la halacha, sauf qu'il n'a pas fait ses mariages de manière civile, eh bien, nous décrétons que le mariage religieux n'est pas valable. C'est exactement l'inverse du problème. Et cette takana-là, qui n'est pas évidente, elle a été retrouvée, pourquoi je parle du Rav Blia, parce que, comme je vous ai dit, toutes ces choses-là du Rav Blia, elles n'ont pas été... son livre à lui a disparu. C'est une des choses qui nous est restée par un Rav de Hebron, le Rav Franco, Rav Rachamim Franco, qui a un livre qui s'appelle Shaver Rachamim, et dans son Shaver Rachamim, il ramène la tchouva du Rav Blia. Une extension, une longue tchouva, comme toutes les autres, des tchouvas très solides, où il explique que même si ces personnes-là ont vécu avec ces Kiddushim, Al-Piadin, mais malgré tout, c'était contre la takana que nous avons fait, eh bien, nous les annulons. Et cette takana a marché. Et c'est pour ça que je dis que dans ce sens-là, le Rav Blia a une charnière au niveau de la halacha extrêmement importante, parce qu'il a réussi à imposer l'utilisation d'une takana pour... c'est pas le dernier, parce qu'à partir de ce point-là, les takanotes se sont multipliés. Et par exemple, le Rav Uziel, entre parenthèses, c'est dans cet ordre de choses qui donne aussi la solution. J'avais parlé précédemment du Rav Yaakov Moshe Toledano. Le Rav Yaakov Moshe Toledano aussi a une longue teshuva sur sa Gunot qui est proche de celle du Rav Uziel. Enfin, les deux sont dans la même optique, où c'est le Bet Din qui décrète l'annulation des Kiddushin. Et de cette manière-là, c'est beaucoup plus solide et d'une manière générale. Et c'est un point de la démarche des Rabbanim au niveau de la psycha séfaradine, ça ne marche pas au niveau individuel. Soit je dis qu'aujourd'hui, c'est de refaire des tas de eskénim individuels, on commence à les regarder, les étudier pour voir quelle est leur valeur au niveau halachique, d'après les tnaïm d'une personne individuelle. Et donc, tnaï, tnaï, etc. Alors que quand c'est fait sous forme de takana, ça contourne toutes les drishot de la halakha en disant c'est nous le Bédine qui avons force pour pouvoir arrêter une chose pareille. C'est dans le cas où il y a un mariage civil. Non, c'est pour obliger qu'il y ait un mariage civil de façon à ce qu'ils ne pourraient pas se remarier. Bien entendu, ça ne suffisait pas. Il a pris le pas du Rav Uziel, il a élargi cette chose-là. D'autres cas, pas seulement le mariage civil, parce qu'après en Israël, c'était plus seulement le problème du mariage civil, mais c'est d'après dans les cas où le Bédine considère qu'on fait une takana, que lorsque quelqu'un se marie, si jamais après le mariage, nous, Bédine, nous décrétons qu'il y a une raison pour laquelle il aurait dû donner son guet et que lui refuse de donner son guet, la takana est que s'il y a cet événement qui suit, dès le départ, les Kiddushin nous feraient éliminer.
Le Rav Messas, après Rabbi Shalom Messas, a fait quelque chose d'un peu semblable, toujours au niveau au Maroc. Quand on a dit le problème des Hagounot, qu'est-ce qu'on fait comme ça? Il dit mais nous on a une solution, on a fait ça de manière totalement comme ça, ils ont fait des pashkvilim, etc. Il arrive en Amérique dans un congrès rabbinique, il a donné sa solution, etc. Tout le monde regardait ça, comment des takanot. Oui, la takana c'est le derech ha-meler pour résoudre ce genre de problème-là. Et dans le problème des Hagounot, le Rav Lia est central dans cette psycha. Et encore une fois, ce sont les différentes élaborations des Chachamim d'Algérie par rapport à un problème qui, pour l'époque, est français et qui ne se posait pas au Maroc ou en Tunisie. On ne pourrait pas transposer ça aujourd'hui en Israël. Je ne vois pas comment on pourrait faire ça aujourd'hui en Israël. Il y a beaucoup de... c'est une question qui précède, c'est-à-dire qu'avant, pour que transposer ça en Israël, il faudrait qu'il y ait des rabbinim qui acceptent l'idée de faire des takanot, c'est-à-dire d'agir en tant que rabbanim préposé sur un endroit. Or, aujourd'hui en Israël, les rabbanim n'ont pas, refusent l'idée de la takana. Ils sont khalashim. La takana, la solution se trouve du domaine des takanot, d'autant plus que c'est quelque chose de très important parce que ça laisse, pour tous les gens qui disent oui mais ça va faire changer la halakha, ça reste entièrement la façon de gérer ces choses-là entre les mains des rabbinim. C'est pas mis à la disposition de tout un tas de personnes qui font aujourd'hui, j'ai vu des trucs pour encourager les gens à faire des schemim individuels, ça devient l'anarchie, chacun fait ce qu'il veut, etc. Ça peut être bien, ça peut ne pas être bien, enfin c'est comme ça. Au lieu de centraliser le problème et la solution à ce problème-là. C'est la démarche qui a été faite sous la forme de ces takanot. Alors, on peut parler encore longuement, oui. Sur l'histoire du mariage civil. La takana marche uniquement si le mariage civil est obligatoire. Dans certains endroits, le mariage religieux, qui est fait même dans une communauté non juive, n'existe pas le mariage civil parce que le mariage religieux est permis. Oui. Non, pour le Rav Lia, effectivement, au niveau de la France, les lois qui marchaient en France marchaient en Algérie. Donc à partir du moment où c'est devenu obligatoire en France, c'est devenu obligatoire en Algérie. Mais le principe, au niveau des yeux de la halakha, aux yeux du Rav Lia, c'est pas le côté obligatoire de la part de l'État français qui le gênait. C'est pas pour être de bons citoyens, je vais enlever les Kiddushin parce qu'ils n'ont pas appliqué ce que la loi dit, c'est pas ça le problème. C'est pas, je vais dire qu'il faut non plus en faire. Son problème, c'était que grâce à ça, on a la possibilité d'empêcher le côté anarchique de Kiddushin qui après sont difficilement gérables. Voilà, c'était ça l'objectif reçu. Bon, on pourrait parler plus longuement, mais je vous dis chacune de ces tchouvot que j'évoque maintenant, c'est pas des petites tchouvot même 2 pages, 3 pages, 10 pages. C'est 50 pages chaque tchouva, c'est des trucs lourds, très durs, très bons, qui donnent la grandeur à l'Afrique du Rav Lia de manière incontestable. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'à côté de ces tchouvot, on a aussi une œuvre philosophique de très haut niveau et très importante pour le Ham Israël. Je disais, elle a été rééditée par vos soins avec le Rav Zini qui l'a introduite et aussi annotée, et elle est très importante pour plusieurs points, notamment pour un point qui est très intéressant pour beaucoup de gens qui ont grandi dans la communauté, ou en tout cas venant de Tlemcen. Il y a une histoire qui se répand du Rav Ephraim Ankawa, le Rav qui est arrivé à Tlemcen sur un lion, parce qu'en arrivant, on parle de la première expulsion d'Espagne, 1391, et en passant d'Espagne au Maroc, en arrivant après à Tlemcen, il est dans une caravane qui continue à marcher le Shabbat, on va continuer son chemin, et donc lui il demande d'être arrêté. Il s'arrête dans un endroit de Chayot Ra'ot, Arayot, etc., Nechashim, mais les Chayot Ra'ot ne l'attaquent pas, non seulement ne l'attaquent pas, mais un lion qui vient le protéger tout Shabbat, et à la fin du Shabbat, il monte sur le lion avec un serpent pour l'ikou, et il arrive comme ça à Tlemcen. Il y a même la photo qui a été prise sur les... La photo sur le livre, tout le monde la connaît bien. Alors voilà, donc moi c'est très intéressant cette histoire-là, parce que quand on le connaît, ce Rav Ephraim Ankawa, et on l'a connu comme ça. Or, quand on commence à étudier son œuvre, du Rav Ankawa, on se rend compte que c'est un chacham qui n'est pas du tout ce qu'on attendrait de ce genre d'histoire-là, de Sipuré Tzadiki, Maasen Nissim, etc. Il a écrit, au niveau de la pensée juive, un livre du lourd, du très lourd, dans la pensée juive. C'est quoi? C'est la réponse aux attaques du Ramban contre le Rambam dans le Moreh Nevuchim, sur des questions très pointues de Hakira philosophique, à la fois au niveau les anthropomorphismes, Unkelus, etc., les problèmes de la névoie, les problèmes des rêves, des problèmes qui sont les problèmes des corbanotes. Et
non seulement il a fait ça, mais il a fait encore autre chose, c'est comment dire, une introduction dans une sorte sous forme de shir, où il parle du Rambam dans son ensemble et qui est extrêmement comment dire, éclairante pour la compréhension de comment le Rambam est perçu et que je dirais innovante ou importante, pas innovante parce que c'est le sud d'une tradition, mais qui est extrêmement importante contrairement à beaucoup de choses qui se disent aujourd'hui. Alors pourquoi je n'évoque ça à propos du Rav Blia? Pour la raison suivante, c'est que ce livre-là aurait pu rester dans l'oubli si le Rav Blia n'avait pas entendu parler, et à l'occasion d'un congrès, alors sioniste, si vous pouvez me donner le congrès sioniste, le Rav Blia a voyagé en Europe, je serais bien content parce que j'ai lu plusieurs fois le congrès, mais je n'ai pas la date, de quel congrès s'agit-il? Le Rav Blia, je ne vous ai pas dit ça tout à l'heure dans l'introduction au niveau des éléments biographiques, était un sioniste comment dire, fervent, plus convaincu, convaincu. Quand il meurt après la déclaration de Balfour, il dit maintenant je peux mourir tranquille parce que je sais que le peuple juif retournera en Israël. C'est un chacham qui a œuvré pour au maximum encourager sa communauté à participer à l'entreprise sioniste. Il y a une histoire qui d'ailleurs il faut rectifier quelques détails dans la façon dont on l'a décrit parce que c'est des choses qui ne coïncident pas, du chauffard du Rav Blia qui est très importante, majeure. Certains d'ailleurs ont confondu avec le chauffard du Rav Gorel à la guerre des 6 jours, qui n'a rien à voir avec le chauffard du Rav Gorel, qui était le chauffard du Rav Al-Nazir, père du Rav Shari Chouf. Mais en tout cas, le Rav Blia, c'est pas dans les années, vous écrivez en Tafreshnoun c'est 1890. Alors cette histoire ne peut pas se passer en 1890, elle doit se dérouler, faites le calcul, il soit dans 70 ans, dans les années 1910, c'est plutôt à cette époque-là. Le mouvement s'est déjà pris, il faut revoir au moment où ça se produit. Le Waqf de Tlemcen, ou les musulmans de Tlemcen, achètent le Harabaït, ou des parties du Harabaït en tout cas. Et le Rav Blia en est très choqué, je dirais presque un elbon personnel, que les musulmans qu'on connaît d'ici nous prennent le Harabaït. Et donc il fait une journée de Tarani, de Tfilot, de Limoud, sur les routes Betamigdal, Betamikra du Rambam, pour contrecarrer cette chose-là, et à la fin de cette job de Tzom et de Tarni, il sonne du chauffard, et il leur dit, dans 70 ans, ce chauffard, on le sonnera à Yerushalayim, Bimkom Amikdash. Et 70 ans après, alors c'est obligatoirement après la guerre des 6 jours, et avant la mort du Rav Tzvi Yehuda. Le Rav Tzvi est mort en 82. Donc entre 67 et 82, ça ne pourrait pas tomber, le Rav Yehuda est malade, c'est probablement ces dernières années, et les élèves du Rav Yehuda vont au côté pour faire une fila pour le Rav Yehuda, et à la fin de cette fila, ils ont sonné du chauffard, sonne du chauffard, et en revenant, celui qui a amené le chauffard en question, c'était le Rav Yehuda Ashkenazi, alors ensuite Midreshet Yehuda quand même. Et le Rav Yehuda Ashkenazi revient à Paris, et son père, Rav David Ashkenazi, lui dit, c'était le chauffard du Rav Chaim Blia qui était parvenu et qui était comme ça. Donc effectivement, 70 ans après, le chauffard, on l'a sonné au Midash. Il faut avoir plus de détails exacts de cette histoire-là, parce qu'elle est vraiment très importante. En tout cas, au détour d'un congrès sioniste, et je ne sais pas lequel, le premier c'est en 97. C'est qui était parti en caravelle. Oui, mais en 97, etc. Il faudrait pouvoir trouver quel était ce congrès où il a participé. En tout cas, il essaye d'obtenir, on lui dit qu'il y a en Angleterre le manuscrit du livre du Rav Ankawa, il l'obtient et il le publie. Alors la publication du Rav Blia de ce livre-là, qui sort en 1902 à Tunis, est extrêmement importante parce que je ne dirais pas, c'est pas qu'il le réécrit, mais sans lui presque on n'aurait pas pu comprendre le livre. Tellement que c'est succinct dans le langage du Rav Ephraim Ankawa, et tellement que le Rav Blia développe et rajoute autour de ce Rav-là, notamment par exemple, avant de parler de la Sougia des Marot à Névoie, de la Névoie du Rambam, dans le Moré, la deuxième partie de la fin du Regbet, et bien le Rav Blia fait une petite les Marot à Névoie, c'est 60 pages en petits caractères de Rashi, extrêmement détaillé sur tout le sujet de la Névoie. Chaque sujet qui touche, à la fois ses introductions et la façon de traiter est exhaustive. Et notamment, il parle de l'histoire du lion en question dans son introduction, puisqu'il raconte la vie du Rav Ephraim Ankawa, il raconte la venue du Rav à Tlemcen, et à la fin de sa venue du Rav, il y a quelque chose d'absolument très intéressant. Une fois, je me suis un peu accroché avec quelqu'un qui était un descendant du Rav Ephraim Ankawa, parce que je lui dis, mais il écrit, le Rav Blia fait un développement sur l'ensemble des miracles.
de manière générale. Quand est-ce qu'il y a des nissim, quand il n'y a pas de nissim, quand est-ce qu'on doit croire qu'il y a des nissim, quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu en fait dans la Torah, dans le Nar, dans les Agadot des Chazal, sur tout ce qu'on peut imaginer. Un esprit profondément, je dirais, rationnel, sans perdre une demi, c'est ça le grand chidouche, élément de la tradition, alors tout de suite ce qu'on appelle rationnel, pas du tout ce qui se dit aujourd'hui sous ce terme-là. Mais en tout cas, après avoir terminé son introduction, où il parle du problème des nissim, c'est quelque chose, quelqu'un qui voudrait étudier de manière concise tout ce qu'on dit les Chachamim sur les nissim, et de manière très très réglée, il prend sa introduction. Et à la fin, il a il dit, alors après avoir dit tout ça, que vous pensez de l'histoire du Rav Ankawa. Il y a une deuxième histoire du Rav Ankawa, c'est pas qu'il est venu sur un lion avec le serpent, c'est en plus de ça, il étudie un jour le Rambam, et il a répondu à des objections qui avaient été faites sur le Mishneh Torah, sur le Rambam et le Rimigash. Et à ce moment-là, lui sont apparus, pas en rêve, pas bénévoie, en chair et en os, le Rambam et le Rimigash sont venus dans son Beth Midrash. Voilà ce que raconte la Gada. Pour sa grandeur, ils ont apparu pour lui dire Chazak ou Baruch, tu as trouvé la réponse. Est-ce que, quand on nous raconte cette histoire-là, il faut y croire de façon exacte, réelle, ou alors c'est une autre manière. Alors il dit toutes les choses, et à la fin il finit en disant comme ça. Il explique pourquoi, effectivement, ובעתה נחזור לענייננו בסיפורי הניסים הנזכרים לעיל, שקיבלו שנעשו למורנו ורבנו, le Rav Ankawa, שרכב על אריה וכו' 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 וכו'. Et il explique pourquoi, effectivement, il n'y a pas de quoi douter sur cette chose-là, que s'il y avait un besoin d'être sauvé, à quel jour fait des nissim pour des tzadikim, lorsqu'il n'y a aucune autre solution. Et il termine en disant Alken amamin benes ze kipshuto dvarim ke'avayatam lo ifsid. Si quelqu'un y croit, lo ifsid, vous imaginez déjà ce qui va suivre, lo ifsid, c'est pas une erreur, il se trompe pas. Ou bifrat, Chassidut Nikeret, Mitor Hakavan Eskeret, on sait que c'est un grand tzaddik, donc il n'y a pas de quoi douter sur les tzaddikim. Achen, mitzad acher, c'est sur ce point-là, quelqu'un m'a dit, c'est écrit clairement que ceux qui croient que c'est passé, comment on peut dire que ça s'est pas passé, parce qu'il écrit le Rav Blia, Al-Ma'amil, Bezer le Fidoui, mais continue, il dit, Achen, mitzad acher, qui va chez Adano Shagashro Mekametz les nissim, il ne fait pas des nissim n'importe comment. Yesh makom l'istapek benezeh sheyeh nes betor nes, parce que c'est un double nes. Chez l'Odaï, chez l'Oizikou Arayot qui est Daniel, et là chez Shina, Shem Teva Ariel, Yot qui Chamor Nosé Adam. Il aurait pu faire le nes tout simple, que personne ne l'attaque, et puis c'est fini. Mais il a fallu le transformer comme ça. Les lots sorer la tzalat tzadik. Alken, Amamin, qui Kabbalazot, Ba'a Be'aflaga, Loïfsi. Celui qui pense que toute cette tradition-là a été un peu exagérée, il ne se trompe pas. Qui teva aïnyan, très très rationnel, teva aïnyan yoré, shadavar amekubal ish mipi ish, venaase sicha, befi amon am, nashim, taf, mouchar, shavo baflaga. C'est normal qu'une histoire qui se raconte comme ça, avec tous les siècles depuis, ça, comme ça. Achem, Nicole Makom, pour empêcher les libres penseurs, il y avait à ce moment-là, à Tlemcen, il a noté, il y a tout un passage où il parle des libres penseurs, de ceux qui sont, commettent en doute, scepticisme et toutes ces choses-là. Il a lutté, il y avait un journal jeunesse israélite pour essayer de convaincre à ce genre d'idée. Alors Ablia était très très militant contre ces choses-là, et à la fin il écrit j'ai réussi à les éliminer, ils arrivent même dans une autre ville, il dit attention, ils arrivent chez toi, fais comme moi, la lutte, la guerre contre tous ce genre de pensée. Et donc il dit Achel Mikol Makom, lo imalet minanes. Faut pas pour autant éliminer le NES, il y a quand même un NES qui s'est produit, etc. Il le remet à ses dimensions, probablement, c'est pas vraiment... On a voulu dire que le lion ne l'a pas attaqué en disant il est devenu comme un Hamor, et puis ça s'est développé. Pour le deuxième, d'ailleurs, la deuxième histoire du Rambam, du Réveil sont arrivés, ça a dit, c'est sûr que ça va contre les principes de la Emunah, qu'Adjoro ne va pas faire revivre quelqu'un juste pour lui dire Chazak ou Baruch, il n'y avait pas de besoin de lutter le Célestin, et donc ça, c'était probablement, il a vu ça Bachalom, le Rambam lui est apparu, ou à Gilou et Eliaou, mais pas quelque chose du monde sensible. Entre parenthèses, il y a de longs, par la suite, des développements du Rav Blia et du Rav Ankawa sur le problème des rêves. Le Rav Ankawa, quelque chose d'assez singulier, c'est qu'avant de mourir, il a eu en rêve la date où il allait mourir. Il a écrit des shirim. Le Rav Ankawa était un grand, en plus de tout ça, poète. Il a écrit des shirim sur sa mort. Le Rav Ankawa, on n'a pas su la date de sa mort, et elle était, on l'a au niveau du jour de l'année, on savait que c'était en Shlat Rav, Reshbet, 1442. Et c'est au 19e siècle, quand ils ont dû refaire la tombe, ils ne savaient pas quoi mettre sur le jour de l'année. Ils célébraient en général à l'Akba Omer.
Et c'est qu'au 19e siècle, quand ils ont refait la tombe, et c'est écrit sur la tombe, Rabbi Ephraim Ankawa leur est apparu en rêve pour leur dire je suis mort le jour de Rosh Chodesh Kislev, et de ce jour-là ils ont fait la Haloula aussi Rosh Chodesh Kislev du Rav Ankawa. Il y a encore d'autres histoires de rêves assez extraordinaires où il a rêvé, enfin d'autres choses sur les rêves. Est-ce qu'on peut rêver quelque chose et se réveiller et voir les résultats du rêve dans la réalité, notamment autour d'une question du Rambam très intéressante lorsque Yaakov rencontre Esav. Rencontre le sar de Esav, et il lutte avec lui, et il revient de Soléa. Il boit d'eux. Oui, mais d'après le Rambam, tout ça n'est que Bémaré à Névoa. Est-ce qu'il est possible que Bémaré à Névoa, il rêve d'une bataille avec l'ange, et à la fin, il est réellement boiteux le matin. Et alors, pour expliquer cet événement, il dit oui, moi ça m'est arrivé. Il raconte une histoire où il était à Marrakech avant d'arriver à Tlemcen dans son il est à Marrakech, et alors la Keïla le reçoit avec grand kavod, etc. Et il passe en revenant le Shabbat, ils reviennent, ils passent devant la maison du sultan, qui est gardée par un nègre comme ça très très impressionnant, parce qu'il veut attaquer le Rav Ankawa. Toute la communauté le sépare, il dit, parce qu'il a, comment dire, par jalousie de voir le kavod qu'on donnait à un Chacham juif. Et donc tout le monde le protège, mais la peur, parfois la peur, comment dire, il se recette parfois pour enlever la peur, parce qu'il a gardé malgré tout l'impression de la peur. Il rentre, ils font la chichite, etc. Et monte le Shabbat, il est en train d'étudier dans la maison, et le nègre en question réapparaît pour lui donner des coups. Il appelle tout le monde, personne ne lui répond. Il appelle, l'autre il a déjà donné un coup, il ne peut plus bouger. Alors il appelle, tant qu'ils arrivent, et il leur dit voilà, qu'est-ce que vous faisiez depuis. Comme ça, il était là, je vous appelle, vous venez pas, il dit mais pas du tout, on était dans la chambre d'à côté, il n'y avait personne, on n'a rien vu, il lui montre, mais pas du tout. La preuve, c'est que je suis encore tout en dehors, il ne peut pas bouger le bras, il essaie de bouger, impossible à bouger son bras, jusqu'à ce qu'il me convainc qu'effectivement il n'y avait rien eu, et pourtant je ne pouvais pas bouger le bras de ce qu'il avait rêvé de la. Comme ça, il dit voilà comment l'influence. De psychosomatique du rêve, et donc comme ça on comprend ce que le Rambam aurait pu dire sur Yaakov et ça. Maintenant, ce qui est intéressant dans cette joie, je résumerai rapide parce que là c'est un livre lourd, profond, qu'il faut lire lentement et comment dire, c'est pas des petits hidushim comme ça, des petites rachot, c'est quelque chose d'extrêmement travaillé, où on pourrait essayer de donner quelques points, juste des titres de ces sujets qui sont extrêmement importants. Premier point, c'est lié à la position du Rambam vis-à-vis de la Kabbalah. La Kabbalah et le Rambam, aujourd'hui, on les présente comme deux choses opposées, ou en tout cas qui ne sont pas liées l'une à l'autre, jusqu'à se dire est-ce que le Rambam connaissait la Kabbalah. Et ça rentre très bien dans une manière de voir les choses qui met d'un côté le côté rationnel, de l'autre côté le côté mystique, et ce sont deux domaines qui ne se rencontrent pas. Alors que pour les Chachamim Sfaradim, de manière traditionnelle, la Kabbalah et la philosophie disent dans des langues différentes les mêmes vérités. Quand il s'agit de philosophie de la Torah, je parle bien entendu du Rambam ou de tous ce qu'ont dit les Chachamim. Ce sont deux manières d'accéder à la connaissance, l'une qui provient du haut et l'autre qui provient par le bas, mais qui ne sont pas nécessairement en opposition. Et donc, pour le Rav Blia, il commence par Onkelos déjà, ce qui est déjà un grand chidouche énorme. Je dis Rav Blia, c'est pas le Rav Blia, c'est le Rav Blia qui nous permet de comprendre ce que dit le Rav Ankawa. Parce qu'il y a deux mots du Rav Ankawa, sur deux mots, il y a une page du Rav Blia, et on nous dit voilà ce qu'il a voulu dire. Et c'est très vrai, c'est comme ça qu'on comprend, c'est une poésie, donc chaque mot, il dit le Targum Onkelos, c'est quelque chose un grand chidouche. Le Targum Onkelos est très proche du texte. Donc à chaque fois, il fait une traduction littérale. On a des cas où il ne fait pas de traduction littérale, c'est le sujet de ce livre-là. Lorsqu'il s'agit de problèmes, par exemple, le sujet classique, c'est les anthropomorphismes. Lorsqu'il s'agit d'attribuer par la Torah à Kadosh Baruch Hu des actions humaines, même lorsque, par exemple, Akadosh Baruch Hu parle, il ne dit pas parle, mais il y a eu la parole qui est sortie de devant Akadosh Baruch Hu. C'est la façon d'exprimer, pour éliminer les anthropomorphismes. Bon, et il y a des cas où il y a, où Onkelos change de la traduction littérale, et on n'a pas d'explication par les principes généraux qu'on a. Et le Rambam dit à ce propos-là, une certaine phrase, interprétée par le Rav Israël, par le Rav Ephraim Ankawa, interprétée par le Rav Haïda, pour dire dans tous ces cas-là, c'est que Onkelos fait allusion aux sphirot de la Kabbalah.
Ce qui est un énorme chidouche, parce que les sphirot de la Kabbalah, chez Onkelos, pour tous les gens qui veulent raconter, comment dire, nier, disons, l'antiquité de la Kabbalah, oui, bon, Onkelos, les sphirot, c'est pas les mêmes époques. Et pourtant, c'est de manière classique. Et le Rav comment dire, dans son introduction et par la suite, revient à plusieurs reprises sur cet élément-là. Il s'agit du remez au sphirot. Et que le Rambam dit ça, c'est que pour lui, de manière très claire, la Kabbalah et la philosophie ne sont pas deux mondes distincts. La Kabbalah aussi a été connue par le Rambam, contrairement à tout ce qu'on peut penser. Et ça, c'est un point extrêmement important. Même lorsqu'on le dit de manière générale, Jean Dézoul s'écrit, voilà, comment dire, développement. Ça a été repris ensuite, indépendamment du Rav Lia, la Chassidut. C'est l'opinion des Chassidim. Dans Jean Dupont, c'est les Chassidim, ils disent ça d'un autre aspect des choses. Leur manière d'entrevoir les problèmes n'est pas la même. Le Rav Lia, c'est une manière, je dirais, classique dans le problème en parlant de cette ligne de la Kabbalah. Autre élément très important qui fait d'un coup éliminer des pans entiers de recherche sur le Rambam, de ceux qui prétendent expliquer le Rambam. Je ne sais pas si vous avez en tête les interprétations de Yeshayahu Leibovitch sur la pratique des mitzvot, qui prétend être fondée sur le Rambam, ou disant la manière de la Avodat Hashem, c'est uniquement lorsqu'on fait des mitzvot sans aucune raison des mitzvot. Et si quelqu'un fait la mitzvah pour le taram de la mitzvah, à ce moment-là, au lieu de faire la mitzvah, les shema, il fait ça pour cette raison-là, et c'est la avodah zara. La base de l'avodah zara, c'est de donner un sens au mitzvot. Et c'est pour ça que la dernière partie du Rambam, c'est pour donner le sens contre l'avodah zara. Toutes les mitzvot retournent à l'avodah zara. Interprété par les mobiles, c'est pour dire qu'en fait, il n'y a pas de raison, c'est uniquement s'opposer à l'avodah zara. Et l'avodah zara, c'est tout ce qui n'est pas fait sans raison. Ça n'a jamais convaincu personne de pratiquer les mitzvot, de lui dire, devient de manière, on fait naaseh v'nishma, mais on sait qu'il y a derrière Akadosh Baruch Hu qui nous a donné toutes ces mitzvot-là, une raison. Et le Rav Lia développe ça très longuement en expliquant que ce n'est pas du tout quelque chose dans les positions du Rambam qui sont chok sans aucun taram. Toutes ces chokim-là sont des chokim qui ont une raison derrière et que le Rambam, bien entendu, demande à ce qu'on pratique ces mitzvot en ayant la conscience de faire, une mitzvah, même dans ce qui est un chok, il y a une raison profonde qui nous a été impossible à comprendre par nous-mêmes. C'est fondamental de ce point de vue-là. De la même manière, et ça c'est, aussi un long développement du Rav Lia là-dessus, il s'oppose à tous ceux qui ont voulu interpréter le Rambam pour dire que le degré suprême de la Avodat Hashem, c'est dans la connaissance de toutes les... c'est dans l'aboutissement des connaissances intellectuelles. Et il dit, si c'était comme ça, il y a des passages du Rambam qui sembleraient aller dans cette direction-là, notamment, je vais évoquer tout de suite, si c'était comme ça, on aurait mis d'un coup tous les rabbinim, vous savez, parce que tous les rabbinim qui ne connaissent que la Torah, sans y avoir les connaissances, la philosophie et les sciences, est-ce que le Rambam pourrait dire une chose pareille? Et entre parenthèses, c'est pas sans arrière-pensée qu'aujourd'hui beaucoup, mettent en avant cette opinion du Rambam, c'est effectivement pour essayer de, il y a le Rambam du Moreh Nevuchim, et le Rambam Mishneh Torah, ça c'est pour le peuple, pour l'ensemble des gens, mais pour ceux qui ont compris véritablement, c'est d'accéder à cette connaissance ultime, etc. Le Rav Lia s'y oppose de manière violente contre la philosophie, ou ce genre de manière de présenter la philosophie, et notamment un passage, qui est le passage le plus, délicat, c'est le dernier pérec du Moreh Nevuchim. Le pérec Nunalev du Chelek Gimel, où le Rambam donne un machal, je ne dis pas assez problématique dans le texte, mais en tout cas, un machal, où dans ce machal-là, il dit voilà les différents, comment les gens se divisent. Il y a les personnes qui sont en dehors complètement de la cité. Ceux qui sont dans la jungle, complètement en dehors du groupe, ce sont ceux qui n'ont aucune religion, aucune croyance, aucun rien. Il y a ceux qui ont une religion fondée sur la Avodah Zara là. Ceux, ils se restent encore en dehors de la cité, mais ils savent où est la porte. Ils ne sont pas n'importe Il y a ceux qui sont rentrés dans la cité, mais qui ne sont pas du tout en train d'essayer de trouver le palais du roi. C'est ceux qui ont une connaissance basée sur des émounotes qui ne sont pas fondées, sans que ce soit pour autant la Avodah Zara. Il y a ceux qui sont approchés du palais, mais qui n'en trouvent pas la porte. C'est ceux qui ont le robe des Chachamim, qui étudient le Talmud et qui étudient la Halacha. Et après, quand on commence à rentrer dedans, il y a ceux qui sont rentrés et qui cherchent la porte, la chambre du roi, il y a ceux qui sont dans le couloir qui arrivent, et ceux qui sont à l'intérieur du roi, c'est ceux qui ont les connaissances de la science, les connaissances de la métaphysique et les connaissances ultimes de ce qu'ils appelle la Elahuyot, la connaissance divine.
Alors qu'est-ce qui se passe avec tous les Chachamim qui sont en dehors du palais? À un tel point qu'il y a des Chachamim, des commentaires du Rav Moré Lefren, qui ont dit ce Pérec-là, c'est pas Pérec du Rambam. Complètement, totalement éliminé, pas les moindres, les Rabbim les plus classiques. C'est un problème extrêmement lourd. Et le Rav Blia lui donne une réponse très intéressante en expliquant qu'en fait, jamais le Rambam n'a pensé, dire en parlant, toutes ces étapes sont fondées les unes sur les autres. On ne peut pas accéder à rentrer dans le palais si on n'est pas d'abord Chachmei al-Talmudi. Ça veut dire que ceux qui sont dedans, ce n'est pas les philosophes et les scientifiques, c'est ceux qui arrivent à composer sur leur connaissance de la Torah, la connaissance du monde dans lequel ils vivent, la connaissance, et tout ça l'attribuer jusqu'au Mouskalot. Et en fait, de cette manière-là, c'est effectivement une longue progression qui ne met pas à l'écart les Chachamim, qui au contraire donne aux Chachamim différents degrés, presque et donc pour arriver justement finalement à accéder à la connaissance de la Kadosh Baruch Hu. On pourrait parler beaucoup plus longuement de tous ces éléments. Je vous invite juste à prendre connaissance de ce livre-là. Si les questions d'Halakha sont plus lourdes et plus difficiles à trouver, elles ne sont même pas réunies. Mais le livre du Rav Blia a été réédité dans une édition très claire, très facile d'accès. Le texte n'en reste pas moins difficile, mais important à étudier. Et plus que tout ce que je vous dis là se trouve dans le livre du Rav Blia.